Là, remercier ceux et celles qui vont s'exprimer, qui vont vous en dire plus sur le film que nous allons voir, qui est un très beau document, mais évidemment aussi sur la symbolique de ce centenaire de cet armistice, puisque c'est dans cette ligne-là que nous organisons donc aujourd'hui cette rencontre à l'Institut, sachant que le 11 novembre, évidemment, est une date qui est un rituel pour nous, Européens, mais aussi ici d'ailleurs, mais plus particulièrement évidemment pour ceux qui, Français comme moi, ont vécu dans l'Est de la France, où les souvenirs de la Première Guerre mondiale sont encore très prégnants, et il n'y a pas un village qui ne se construise pas autour de ce monument aux morts. Et moi-même, j'ai été bercé par l'histoire de mes deux grands-parents qui avaient fait la guerre 14-18, l'un dans le début de l'aviation et l'autre dans les tranchées. Donc, une partie de l'imaginaire européen, en tout cas pour nous Français, a été construite autour de ce conflit terrible. Et évidemment, 1918, 2018, 100 ans, j'aurai l'occasion de le dire à travers les mots du président de la République, Emmanuel Macron, lors de la cérémonie du 11 novembre, auquel je vous invite d'ailleurs, qui aura lieu exceptionnellement ce dimanche, donc 11 novembre à 15h30 au cimetière de Gamartre, suivi par un très beau parcours mémoriel organisé par nos amis de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre et toute la dynamique du souvenir français. Mais en effet, un siècle, c'est un moment que nous ne pouvions pas ne pas signaler un peu particulièrement. La mission du centenaire depuis 4 ans en France fait un travail très important de revisitation de cette guerre, de ce conflit. C'est un travail très, très subtil sur la durée. Dans la République, depuis maintenant une semaine, est sur la trace sur la trace mémorielle de ce conflit, particulièrement dans le nord et dans l'est de la France. Voilà, nous ne reverrons pas ce centenaire, en tout cas, sauf s'il y a des exceptions génétiques parmi vous. Mais c'est probablement la dernière fois qu'on en parle de cette manière-là, de ce conflit. Il a non seulement construit une partie de l'ordre mondial, mais une partie aussi des grands sujets qui nous occupent aussi, des grands conflits kurdes, israélo-palestiniens sont en partie nés du découpage qui a suivi ce conflit terrible. C'est aussi une manière de saluer à travers ce conflit l'engagement des soldats tunisiens. C'était pas le protectorat, de nombreux d'entre eux ont péri et le sang versé évidemment n'est pas une consolation ni même un idéal, mais en tout cas témoigne de ce que la Tunisie a donné à ce conflit. Et je crois que la présidence du président Béji Essebsi dimanche à Paris auprès du président Macron et de 70 autres chefs d'État est un témoignage de ce que la Tunisie a su sacrifier pendant ce conflit dont vous nous parlez maintenant mieux, les invités de ce soir. Et je vais laisser, je crois, maintenant Wassila, non, pas de fait, Pierre-Emmanuel Gillet, vous en dire plus. Bonne soirée. Je vais faire très rapide et je vais juste rebondir sur votre phrase, votre Excellence. Nous ne reverrons pas le prochain centenaire, certes, mais tout l'intérêt du souvenir français qui travaille de concert avec le service des anciens combattants de l'ambassade de France et l'attaché de défense et le service des anciens combattants avec Gérald Liorceau, c'est que cette mémoire ne s'estompe pas dans l'oubli très rapidement après ce centenaire. Et notre intérêt à nous, Souvenirs français en Tunisie, c'est de transmettre le flambeau du souvenir aux générations successives. Il ne faut pas que le centenaire se ferme et que l'histoire de la Première Guerre mondiale se ferme dans quelques mois et qu'on n'en reparle plus et que ce soit de nouveau une affaire pour des générations passées et non pas l'affaire des jeunes générations. Merci beaucoup. Monsieur l'ambassadeur, chère Anne, chère Valérie, chers collègues, mesdames et messieurs, merci donc d'être venus
et d'avoir résisté à l'appel de l'espérance pour venir peut-être et d'avoir répondu à l'espoir plutôt, mais voilà, pour visualiser donc ce film Apocalypse Verdun qui s'inscrit dans un ensemble plus large en la série Apocalypse avec Hitler, Staline, la Deuxième Guerre mondiale, la paix, nous en reparlerons probablement l'année prochaine, je l'espère, et bien évidemment ce film sur Verdun. Vous l'avez rappelé, Monsieur l'Ambassadeur, l'importance dans nos mémoires collectives de cette Première Guerre mondiale. Et cette Première Guerre mondiale était aussi très importante pour les historiens et toute une historiographie qui est allée en parallèle ou qui a précédé ou à laquelle a été en synchronisation avec la société française existe autour de cette guerre. Si dans les années 1950 et 60, nous avons affaire à une histoire à tonalité militaire, opérationnelle et diplomatique, dans les années 1980, la manière d'écrire l'histoire de cette Première Guerre mondiale change. Nous passons à ce moment-là à une attention plus grande, dimension sociale, et de héros, le soldat devient victime. Depuis 1990 et jusqu'à aujourd'hui, les historiens se sont préoccupés davantage sur les hommes en guerre, les violences de guerre, et on est là aussi passé du combat aux combattants, et ce que va parfaitement traduire le documentaire film de ce soir. Cette Première Guerre, qui s'appelait pendant très longtemps la Grande Guerre, avant de devenir la Première Guerre mondiale, après justement l'avènement de la Seconde Guerre mondiale, a été véritablement une guerre mondiale. On l'oublie peut-être trop souvent, mais les théâtres des opérations militaires ont certes concerné l'Europe, mais ils ont aussi concerné l'Asie, ils ont concerné le Moyen-Orient, ils ont concerné l'Afrique et ils ont bien évidemment concerné le Maghreb, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Alors oui, on a pris pour habitude d'appeler cette guerre la guerre de 14-18, pourtant là aussi, on a revisité la chronologie de la guerre, d'aucuns la font commencer dès 1905, avec la guerre russo-japonaise. Cette guerre russo-japonaise où on voit apparaître les tranchées, c'est la première fois aussi qu'un peuple blanc, les Russes, est vaincu par un peuple non blanc, quelque chose qui va marquer les esprits. D'autres optent pour faire commencer cette Première Guerre mondiale avec les guerres balkaniques, 1912-1913, qui apparaissent quelque peu comme la répétition générale, où on va pouvoir tester un certain nombre d'armements. Quant à la fin de la guerre, certes, pour nous c'est 1918, pour nous c'est le 11 novembre, mais là aussi, on a des chronologies qui aujourd'hui font que on pense que la Première Guerre mondiale se serait terminée en 1922, à l'occasion de la guerre gréco-turque. Je voudrais très rapidement aussi revenir sur quelques fausses idées que l'on pourrait avoir sur cette Première Guerre mondiale. Celle tout d'abord d'hommes partis la fleur au fusil. Au moment de la déclaration de guerre, je rappelle que nous sommes début août, que la France est encore un grand pays rural et que ce qui préoccupe les hommes, ce sont avant tout les travaux des champs. Donc non, on ne part pas forcément la fleur au fusil. Autre représentation, on serait parti pour récupérer l'Alsace et la Moselle. Non, là aussi c'est pareil, les travaux des historiens nous montrent que c'est pas tant l'idée de récupérer l'Alsace et la Moselle qui semble mobiliser les personnes, mais bel et bien le fait que c'est la France agressée qu'il faut défendre. Et l'on voit clairement monter, au cours de ce mois d'août 1914, un anti-germanisme dans la société française parce que c'est la patrie qui est attaquée. Par ailleurs, cette idée que toute la guerre serait une guerre de tranchées est à revoir. Oui, c'est ce qu'on va voir ce soir. Pour le front de l'Ouest, c'est une guerre des tranchées. En revanche, le front de l'Est, c'est une guerre de mouvement. Et dans le reste des théâtres d'opération, je pense à l'Asie, je pense à l'Afrique, nous avons affaire clairement à une guerre de mouvement. Pourtant, si nos esprits sont très marqués par cette guerre des tranchées, c'est Verdun qui émerge et qui laisse dans nos mémoires cette idée de la guerre des tranchées. Et pour les Français, c'est la bataille de référence. Il faut savoir que chaque pays a sa bataille de référence. Pour nous, c'est Verdun. Et ce n'est pas pour rien d'ailleurs que les réalisateurs ont choisi de travailler sur Verdun. Verdun, en effet, est la plus grande des batailles livrées par l'armée française. Pendant cette bataille qui a duré de février à décembre 1918,
Tous les régiments y ont participé, au point que Verdun est devenu les symboles de la Première Guerre mondiale. Je ne voudrais pas pour autant minimiser l'importance de cette bataille. Pendant cette Première Guerre mondiale, le contrôle de Verdun par les Allemands, c'était tout simplement la porte ouverte vers Paris. Donc cette bataille est réellement fondamentale aussi pour toute la stratégie, pour tout l'équilibre de la guerre. Je vais m'en arrêter là pour l'instant. Je vais vous laisser donc visionner ce film. Alors certes, le film porte davantage sur le théâtre des opérations en Europe, mais la table ronde que nous vous proposons sera davantage tournée peut-être sur la Tunisie. En tout cas, nous avons un certain nombre d'invités qui seront en mesure de vous répondre, à vos questions, parce que nous sommes aussi à Tunis, et Tunis a participé aussi de ce grand événement qu'a été la Première Guerre mondiale. Je m'arrête, je vous remercie, puis je vous dis, je vous souhaite un bon visionnage, et je vous dis à tout de suite. Merci. Cette guerre a bel et bien été une guerre mondiale. Vous avez vu les différents fronts, on a vu les différents pays engagés. Et parce que nous sommes effectivement en Tunisie et parce que nous sommes en Afrique, je voulais aussi rappeler le rôle important qu'a pu jouer l'Empire colonial, et en particulier l'Empire colonial français, que l'on voit de manière très ponctuelle apparaître dans ce film. Il ne faut pas l'oublier, les empires coloniaux ont fourni des hommes, ont fourni des combattants, ils ont aussi fourni des hommes à l'arrière, aussi bien des ouvriers agricoles que des ouvriers dans les usines pour faire marcher cette extraordinaire économie de guerre, mais aussi des matières premières, de l'argent. Et c'est ainsi, si vous voulez, que nous avons tout un monde colonial, et ce monde colonial a envie de demander, mais qui sont ces coloniaux qui interviennent? Je vais tout simplement m'intéresser à l'Empire français. L'Empire français, eh bien, c'est tout un empire, c'est l'Indochine, on en entend parler à un moment donné. On voit aussi des soldats africains, sont-ils des soldats issus de l'Empire colonial français? Impossible de pouvoir y répondre tel quel. Mais c'est aussi le Maghreb. C'est le Maghreb avec des situations extrêmement différentes. Le Maghreb avec le Maroc. Le Maroc est un protectorat français depuis 1912 et lieuté qui doit à la fois, pour reprendre la terminologie de l'époque, qui relève de l'euphémisme, pacifier le Maroc et en même temps fournir des hommes pour le combat en France qui se trouve donc dans une situation assez difficile. Le Maghreb, c'est aussi l'Algérie. L'Algérie, depuis 1848, ce sont 3 départements français. Et dans ces 3 départements français, à l'instar de tous les départements français, c'est la conscription qui est mise en œuvre. Ce qui fait que les jeunes Algériens sont appelés, comme les jeunes Français, des départements français, à partir. Et puis, bien évidemment, c'est la Tunisie. La Tunisie est en protectorat depuis 1881, avec la mise en place par le B du système de la conscription, une conscription qui n'est pas exactement identique à celle qui a lieu en Algérie et sur laquelle nous allons peut-être revenir. Alors, peut-être aussi parler d'une idée, de quelque chose qui est beaucoup revenu à un moment donné dans la presse, qui a assimilé les troupes coloniales à de la chair à canon. Je mets bien évidemment cette expression de chair à canon entre guillemets, tout simplement parce que les chiffres sont là. L'offensive et la guerre a coûté la mort à 1 Serbe sur 3, c'est 38% de morts chez les Serbes, c'est 12% de morts chez les Anglais, c'est 16% de morts chez les Français. Et dans le cadre français, il faut savoir que les personnes issues de l'Empire colonial, eh bien, on retrouve à peu près le chiffre similaire de 16% de morts. Il n'y a donc pas eu de surmortalité du côté des coloniaux, comme on a pu l'entendre. En revanche, le propos doit être immédiatement nuancé dans la mesure où, à partir de 1918, les troupes coloniales sont alors davantage mises en première ligne. Et c'est là où va se passer le plus gros des pertes et où, effectivement, le pourcentage de morts de partir des empires coloniaux va augmenter, tout simplement parce que l'objectif, et là je cite Clémenceau, est tout simplement d'épargner le sang français. Donc oui, nuançons cette idée des troupes coloniales comme chair à canon, et en même temps, cette année 1918, où oui, ils vont être davantage mis en première ligne. Bref, nous sommes à Tunis aujourd'hui et ravis de l'être, bien sûr. Ce film, nous l'avons vu, évoque énormément de facettes de la guerre. Il évoque à la fois la question
des femmes, la question de l'arrière. Il évoque aussi la question de la science, cette science mise au service du pouvoir avec la technologie, comme on a pu le voir au tout début du film. Il évoque les souffrances des hommes, les souffrances des femmes, les souffrances de tout un peuple. Comment finalement cette guerre, telle que nous avons pu la voir à travers le film, s'est passée, a été reçue en Tunisie? Pour pouvoir y répondre, nous avons deux invités ce soir avec nous. Commencer par le professeur Habib Qasdarli, que je remercie d'avoir accepté de venir. Je rappelle, pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore, que Habib Qasdarli est professeur des universités en histoire contemporaine, qu'il a été doyen de la faculté des lettres de l'université de la Manouba. Et c'est la question mémorielle, essentiellement, mais pas que, qui intéresse le professeur Qasdarli dans cette histoire de la Première Guerre mondiale. Pour ma part, j'ai découvert l'année dernière dans un séminaire que nous co-animons l'importance de la présence serbe en Tunisie, et bien liée aussi aux événements qui se passaient en Serbie. Avec nous aussi, nous avons, je vais retrouver la fiche, Pierre-Emmanuel Gillet, docteur en histoire, délégué général du souvenir français pour la Tunisie et enseignant au lycée Flaubert. Pierre-Emmanuel a dirigé la publication du livre Abdallah, tirailleur tunisien en 14-18, et il a été aussi le commissaire de l'exposition La Tunisie et la Grande Guerre sur le chemin de la mémoire partagée. Et cette commission et de cette exposition va donner lieu à un ouvrage qui est actuellement sous presse. Je m'arrête tout de suite et je vous cède donc la parole à la salle. N'hésitez pas à la fois à me poser des questions sur les images que vous avez vues, mais n'hésitez pas aussi peut-être à interpeller et à interroger nos invités sur la situation tunisienne. Et n'hésitez pas surtout à ne pas être timide. Qui résiste à la tentation d'image. Ah oui, en plus. Merci. Vous nous parliez de la présence serbe en Tunisie. Pourquoi tant de Serbes en Tunisie? Oui, dans le film, on vous a parlé de la Serbie. C'est un peu une des causes du déclenchement de la guerre, c'était bien la Serbie. Vous vous rappelez l'attentat de Sarajevo, donc de Principe, oui, du bosniaque, Gavrilo Princip. Donc tout est parti de la Serbie en fait, en réalité. Même si toute la guerre était entre les grands belligérants, mais la goutte qui va déborder, c'est la Serbie. Et la Serbie, on le voit dans le film, il y a un carnage qui va se faire, et finalement un des pays qui va souffrir, et c'est en perdition. Donc les Serbes, l'armée serbe, comme on dit, vraiment, elle va quitter la bataille dès 1915. Et pour sauver l'armée, et on ne savait pas exactement ce qu'on allait faire, mais en tout cas, elle était mise en déroute. C'est la déroute de l'armée serbe, et les forces de l'entente vont sauver cette armée-là, ou ce qui en restait de cette armée-là, en Tunisie. Donc ils vont être ramenés en Tunisie, souffrante, beaucoup de maladies, tout ce qu'on voit, tout ce qui se passait sur le front, mais on voulait la sauver, et on va la sauver notamment à Bizerte, mais aussi à Tunis, et c'est pour ça que la Tunisie en garde beaucoup de tombes, notamment au cimetière de Bizerte, 800 morts, c'est ceux qui avaient souffert des épidémies, et à Bourguiba, à l'époque, fait des villes, et en partie aussi au cimetière de Tunis, parce qu'à l'époque, on avait utilisé les hangars qui étaient en construction de Sidi Fatah, des chemins
faire comme hôpital pour essayer de les sauver, et ils vont rester de 1915 à fin 1917. Donc il y a un passage où on va sauver de la mort des personnes malades, entraîner les uns et reconstituer à nouveau l'armée serbe. Donc c'est pour ça qu'il y a eu le passage des Serbes en Tunisie. Et en principe, normalement, un de nos collègues qui devait être avec nous, il va bientôt publier un livre sur ces Serbes. Personnellement, en partie, j'ai parlé de cette mémoire des Serbes dans un article paru sur la mémoire de la guerre dans la revue marocaine Esprit Istanbul. Mais donc les Serbes étaient bien passés par la Tunisie et qui vont être presque une année après, relayés par les Russes. Mais les Russes qui vont être aussi mis en déroute par l'armée rouge. C'est l'armée rouge, voilà. Donc c'est les Serbes en Tunisie. Voilà. Alors j'en profite pour peut-être moi aussi une question. Est-ce que l'un de vous deux pourrait peut-être nous parler du système de conscription qui est mis en place en Tunisie? Le système de la conscription en Tunisie est assez simple, c'est un système médical. Les Français, au moment du Prohibitoire, en fait, étaient très contents de trouver ce système. C'est un système très efficace, où des soldats sont engagés pour 8 ans au départ, 3 ans par la suite, avec une modification en 1899. La conscription, c'est un système qui est mis en place en 1860 avec énormément d'exemptions. Des exemptions de villes entières, parce que dans certaines villes, il y a une communauté scientifique très forte et qu'il faut la préserver, parce que Tunis c'est la capitale et qu'il faut la préserver. Exemption aussi d'un point de vue aussi de la profession des personnes. Les instituteurs, les enseignants coraniques sont exemptés. Oui. On a les fonctions juridiques aussi qui sont exemptées. Et on peut également se racheter. On peut se racheter. Il y a ce rachat possible. Compensation. Oui, en payant bien sûr une compensation. À des points que l'on trouvera même dans certaines correspondances de soldats, de tirailleurs tunisiens du 4e régiment ou du 8e, des soldats qui sont sur le front et qui exhortent leur famille à tout vendre. Tout vendre pour que le petit frère il ne vienne pas rejoindre le grand frère sur le front. Donc le système de la conscription est un système très efficace et qui a fonctionné pendant toute la guerre et qui fonctionnera après et qui fonctionnera jusqu'à l'indépendance. Madame? Est-ce que l'argent du rachat a servi c'était directement pour l'État français dans l'effort de guerre, ou est-ce qu'il a servi à autre chose pour ceux qui arrivaient à racheter? Le rachat, c'est un rachat qui est fait à l'autorité en place. Et l'autorité en place, c'est le pays. Il ne faut pas oublier que, à l'instar, à la différence de l'Algérie, où ce sont des départements français, ici, on a une autorité médicale. Et cette autorité médicale, elle est reconnue. Le résident de France la fréquente régulièrement. Et quand il faut intervenir, c'est par le bey et par décret médical. Donc le rachat, il se fait auprès du bey. Bien sûr, l'armée française encadre tout ça. Mais ce rachat-là, il s'est fait auprès du bey. Ce sont des règles médicales. L'argent, bien sûr que l'argent est récupéré et il sert à l'effort de guerre. Il sert à l'effort de guerre, c'est un versement qui est fait. Hein? La Tunisie, elle sera fortement impliquée, on va en parler, je pense, et d'un point de vue financier aussi.
Oui, bien sûr, nous sommes sous un protectorat. Politiquement, c'est le B qui fait cela, mais l'argent rentre dans le ministère des Finances, et le ministère des Finances est malgré tout sous le contrôle de la France. Donc l'argent, c'est une façon détournée de revenir à la France. Alors on pourra revenir, parce que j'ai vu une main se lever d'une petite demoiselle, enfin d'une grande demoiselle, excusez-moi, au fond. On va lui donner la parole pour lui poser une question. Elle va poser une question et ensuite on reviendra peut-être sur cette question d'organisation. Je voulais dire pourquoi la guerre, pourquoi on n'a pas pu vivre un monde où règne la paix et la tranquillité. Quoi, une boucherie infernale. Alors merci beaucoup pour cette question qui effectivement nous ramène à des fondamentaux et à laquelle, et bien malheureusement, pour ma part, je ne peux pas répondre. Tu nous poses là une question centrale et à laquelle, eh bien, nous sommes complètement, face à laquelle nous sommes complètement démunis. Et c'est une question que finalement se sont posées les hommes de 1914 et que nous continuons encore à nous poser. Et j'ai bien peur, si vous voulez, si tu veux, que l'humanité continue encore à se la poser pendant encore très longtemps. Voilà. Je peux ajouter que si la guerre s'est déroulée de cette manière cruelle que nous avons vue dans le film, c'est qu'il y a échec d'un mouvement qui s'appelle pacifiste. Donc il y a eu tout un mouvement qui s'est développé pour éviter la guerre, parce qu'il y a eu plusieurs crises. Elle a parlé aussi là de la guerre russo-japonaise, de la crise des Balkans, la crise marocaine. Donc il y a eu plusieurs crises et qui préfiguraient, parce qu'on sait de justesse, parce que le déclenchement de cette guerre mondiale en août 1914, il a été évité. On savait à peu près depuis 1906 qu'il va y avoir un grand conflit. Bon, le mouvement pacifiste qui était très actif, mais notamment au sein des partis socialistes. Et le problème s'est posé, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit faire en cas de déclenchement de la guerre. Est-ce qu'on savait que ce jour-là, qu'est-ce qu'on fait? Plusieurs positions, évidemment, et il y avait une partie donc, qui appelait à ne pas participer à la guerre aussi. Il y avait des partis qui refusaient la guerre. Ils étaient au sein des partis socialistes de l'époque minoritaires, mais surtout ils ont été intimidés par le grand assassinat du grand pacifiste Jean Jaurès. Donc au mois de juillet, donc quelques jours avant le déclenchement c'est le 28 juillet, c'est 3 jours. Le grand Jean Jaurès, rédacteur du journal L'Humanité et grand orateur, et si on avait réussi à l'assassiner, c'est-à-dire que ceux qui ne voulaient pas la guerre, nous sommes comme vous, donc on s'interroge toujours pourquoi on est allé au-delà, c'est-à-dire que l'instinct guerrier ou bien la politique guerrière a réussi sur le mouvement pacifiste. Voilà, donc, et c'était d'ailleurs, durant la guerre, un des mots d'ordre des partis socialistes, ou bien des fractions au sein des partis socialistes qui avaient refusé l'union sacrée, parce que ce qu'on appelle toute la politique était menée, l'union sacrée, c'est-à-dire que gauche comme droite s'étaient alliés, réunis politiquement pour dire que cette guerre nous intéresse et c'est notre guerre patriotique contre les autres, donc contre l'autre, contre les poilus, contre les Boches. Voilà, donc vous avez raison de le dire, et ce mouvement va continuer dans l'entre-deux-guerres, mais il va échouer encore une fois ce sont les forces guerrières, notamment des empires fascistes et nazis, qui vont imposer à nouveau la guerre. Voilà, donc vous avez raison de poser, parce que nous avons vu la guerre, mais il y a eu l'espoir de paix avait échoué donc, à l'époque, avec l'assassinat de Jean Jaurès. Et je me permets de rajouter juste une information, c'est on arrive à la fin d'un processus en 1914. Les nations sont préparées à faire la guerre depuis longtemps, et ils la font depuis longtemps. Ils se sont bien préparés, notamment les conflits balkaniques.
Et toute l'ironie de l'histoire, c'est que tout le monde a le sentiment de se défendre. Tout le monde a le sentiment de se défendre. Les Français se défendent, ils sont envahis, mais les Allemands se défendent aussi. Les Allemands ont le sentiment de se défendre de l'agression de l'adversaire. Donc les nations ont ce sentiment-là, et il y a une montée des tensions qui est bien sûr le déclenchement, c'est Sarajevo, et les alliances qui étaient bien en place depuis longtemps fonctionnent très bien, et les belligérants rentrent dans le conflit. Madame. Voilà, je voulais savoir quel est l'impact de cette guerre, la Première Guerre mondiale, sur le Moyen-Orient, ce qui se passe actuellement en fait. Voilà. Alors effectivement, on oublie, enfin, cette guerre est bien mondiale et il y a donc plusieurs fronts. L'Empire ottoman, comme vous le savez, a des provinces, ce sont les provinces arabes de l'Empire ottoman. Alors l'une d'elles, enfin un certain nombre d'entre elles ont pris plus ou moins d'autonomie, de se passer déjà sous domination occidentale. Bien sûr, c'est connu pour l'Algérie, pour la Tunisie, pour l'Égypte. Le protectorat est prononcé juste avant la Première Guerre mondiale. Et puis il y a toutes ces grandes provinces du monde arabe qui vont à ce moment-là être aussi le lieu d'affrontement, instrumentalisé en grande partie par les Français et surtout par les Britanniques. Et à l'issue et donc c'est la grande révolte arabe, tout le monde a peut-être présent à l'esprit le fameux Laurence d'Arabie, donc ça c'est le côté très romancé, très romanesque, mais dans les faits, vous avez ces provinces qui vont se soulever contre la domination ottomane. Alors cette domination ottomane, on peut toujours en discuter des fondements, en tout cas ça va être aussi un moment propice pour le développement des autonomies et des identités dites arabes, et à partir de là, un nouveau front est ouvert du côté des Ottomans. À l'issue de la guerre, l'Empire ottoman est défait de la Première Guerre mondiale et va donc voir ses provinces être réparties en zones d'influence. C'est ce que l'on va appeler les fameux accords Sykes-Picot, mais dans les faits, les accords Sykes-Picot n'ont jamais été appliqués. On parle toujours des accords Sykes-Picot de 1916, et ce n'est pas ces accords-là qui vont être mis en place. Et différentes zones d'influence vont être définies, qui vont donc délimiter la zone telle que nous la connaissons aujourd'hui. C'est dans ce sens que l'on considère que l'une des conséquences de la Première Guerre mondiale, c'est donc l'émergence d'un nouveau découpage politique du Moyen-Orient. Alors, toute la zone n'était pas forcément sous domination ottomane. Le royaume de Wahhabite avait progressivement reconquis, après les échecs des royaumes au cours du XIXe siècle, était reparti en conquête, et cela se consolide bien sûr à la fin donc, de la Première Guerre mondiale. Puis peut-être. Je dirais qu'une des raisons de la guerre, c'est une tentative de repartage du monde. Parce que derrière tout cela, la dernière crise, c'était la crise marocaine, parce que, notamment entre la France et l'Allemagne. Donc chacun voulait sa part du gâteau, et lorsqu'on n'est plus arrivé à des positionnements et des ententes, des alliances, et donc l'une des raisons, c'est pour se départager, et durant la guerre, on va partout dans l'arrière-front, ou bien de ce qu'on appelle les zones arrière du front, on va provoquer des révoltes pour déterminer le futur. Et c'est ce qu'on appelle la révolte arabe, dirigée au niveau politique par Sherif Hussein, de la Mecque, et par Laurence d'Arabie, britannique, donc, qui va jouer ce rôle militaire pour la révolte arabe, et préparer aussi les accords. En tout cas, il y a eu des tentatives de partage après la guerre. Donc, de départager. Bon, on n'osait plus utiliser le mot colonisation, on va utiliser le terme de mandat. Diviser, on va sortir de la guerre, on va diviser, on va mettre sous mandat britannique l'Irak, la Jordanie et la Palestine, et sous mandat français le Liban et la Syrie. Donc c'est de ce partage-là est né on a divisé l'Empire ottoman, l'ancien Empire ottoman, en laissant de côté
l'Arabie, parce qu'il y avait un accord pour la laisser aux Wahhabites qui vont installer par la suite, pour les années 30, l'actuelle Arabie Saoudite. Voilà donc le Moyen-Orient, donc c'était placé sous mandat, et la Palestine était mise sous mandat pour 20 ans, parce qu'on avait dit qu'on n'osait plus utiliser les termes d'avant, donc de colonisation pour la Tunisie, jusqu'à ce que les raisons qui avaient, étaient derrière le protectorat, c'est que la raison évoquée, c'est que le Bey ne pouvait pas à l'époque contrôler les frontières et les côtes. Donc on avait dit, on a fait un traité pour dire, lorsque vous saurez être capable de pouvoir diriger vos frontières et vos côtes, vous serez, c'est-à-dire il n'y aura plus le traité, mais ce n'était pas marqué, il n'y avait pas une date. Par contre, pour les mandats du Moyen-Orient, il y avait une limitation de 20 ans. Et c'est pour cela que la fin du mandat va correspondre pour la Palestine avec le partage de la Palestine en deux. C'était lié, mais il était de 1918 à 1948, pendant 20 ans, sous mandat britannique. Voilà, donc... En août 14, au moment de la mobilisation générale, c'est une immense marée qui a été déclenchée. Les wagons de la SNCF étaient recouverts d'inscriptions particulièrement bravaches, la plus célèbre d'entre elles étant peut-être le Nach Berlin, qui montrait les intentions des soldats français. 4 ans après, qu'est-ce qu'il en reste? Il reste, 4 ans après, au moment de la signature de l'armistice, il reste une armée allemande qui est toujours en territoire français, et il reste des soldats français qui n'ont pas avancé sur la route de Berlin. Est-ce que dans ces conditions-là, l'armistice est vraiment, cet armistice est vraiment une grande victoire militaire? Il faut savoir que 1918 est marqué par une grande offensive allemande qui est elle-même repoussée par une contre-offensive des Alliés. Des Alliés qui se sont enfin associés et qui repoussent fortement les lignes allemandes. Il y a globalement une défaite annoncée. Une défaite annoncée. Certes, les Allemands sont encore en France. Les lignes allemandes sont encore en France. Mais l'avancée est telle que la défaite est assurée. Renversement du régime du Kaiser, remplacé par une république, la République de Weimar, qui demande l'armistice et qui l'accepte et qui la signe. Le pire dans tout cela n'est peut-être pas l'armistice en tant que tel, mais les conditions de l'armistice. Et notamment l'humiliation qu'il va y avoir par la suite lors du traité de Versailles. Qui, et je me permets de dire un élément de plus, c'est que les Allemands ont toujours pensé que la Seconde Guerre mondiale était la Première Guerre mondiale continuée. Pour eux, il n'y a pas de Seconde Guerre mondiale. Hitler, dans ses nombreux discours, fait régulièrement mention de la Première mondiale et s'appuie sur la Première mondiale, d'un point de vue de la propagande, pour pouvoir asseoir son pouvoir. Il ne faut pas oublier aussi que cette humiliation a été fortement utilisée par des partis d'extrême droite, Corps franc, et bien sûr le NSDAP d'Hitler. Pour revenir sur votre question, c'est clair qu'on peut se poser la question, ces années où on a plus de 10 millions de victimes pour une situation qui n'a pas véritablement bougé. Mais il faut partir du principe qu'à l'Ouest,
C'est une guerre de tranchées. C'est une guerre de position. Et comme tu as pu le dire, à l'Est, les lignes ont fortement bougé. Ce sont des guerres de mouvement. Dans ce contexte de la guerre de position, on attend. C'est une guerre d'usure. C'est pas une guerre pour gagner du terrain. J'espère que j'ai répondu à votre question, mais il est vrai qu'on peut se dire tant d'années, tant de victimes pour si peu de choses, mais c'est le contexte qui fait cette situation. Bien sûr. Oui, je crois que monsieur, vous soulevez une question qui a taraudé les Allemands énormément, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas du tout le sentiment, ils se sont eux-mêmes demandé pourquoi est-ce qu'ils ont perdu. Ils n'ont pas vu les armées françaises ou alliées arriver à Berlin. Ils n'ont pas perdu, à quelques kilomètres près, pas perdu leur position. Et donc va naître cette idée du complot, du cheval de Troie, de l'ennemi de l'intérieur qui les aurait poignardés. Et ça, c'est quelque chose qui va être, sur lequel va pouvoir s'appuyer Hitler. Et ça, c'est important, parce qu'il y a vraiment ce sentiment très fort que finalement, ils ne comprennent pas, une partie de la population ne comprend pas pourquoi elle a perdu la guerre. Alors que oui, finalement, on s'est arrêté. Clairement, si les officiers allemands signent, c'est qu'ils savent très bien qu'ils ont perdu. Mais dans la population, on ne peut pas le comprendre. C'est aussi lié à la spécificité de la manière dont la guerre a été gérée en Allemagne. Ce sont les militaires qui ont fait la guerre en Allemagne. Le Kaiser et le pouvoir civil a été complètement mis à côté de la guerre. En France, c'est une première tentative, mais le pouvoir politique l'emporte et les militaires français se soumettent à cela. Et c'est ainsi qu'on arrive à des situations assez curieuses au tout début de la guerre, quand logiquement, il aurait fallu plutôt passer par la Belgique pour riposter aux troupes allemandes, et que l'on va au contraire, ça c'était le plan initial de l'armée française, et les politiques leur disent non, vous ne passez pas par là, et qu'on va passer plus au sud, et on va se retrouver donc confronté aux résistances, à la présence allemande qui est installée là depuis plus de 40 ans, et qui va être un échec. Donc ce n'est pas que les militaires français ont fait une erreur de stratégie, c'est que les politiques, pour des raisons politiques, ont refusé le passage le plus logique en direction directement de la Belgique. Et là, un certain nombre d'historiens aujourd'hui pensent que c'est les pouvoirs démocratiques, et que l'Allemagne n'était pas un État démocratique, qui a été le véritable vainqueur de la guerre. Et parce que la guerre n'est pas restée entre les mains des militaires français, et a toujours été sous le contrôle du politique. Ce qui n'était pas le cas ni en Allemagne, ni dans l'Empire ottoman. J'avais vu d'abord une dame, voilà, la dame juste avant monsieur, je suis désolée, madame, je ne sais pas, voilà, une main. J'ai deux questions. Ma première question est quel était le nombre de soldats tunisiens qui ont participé dans la Première Guerre mondiale? Et ma deuxième question, c'est vers la fin du film, on a parlé de 140 000 soldats britanniques qui ont été victimes dans cette guerre, contre 80 000 victimes françaises. Pourquoi vers la fin de la bataille, oui. La bataille. Oui, la bataille, pas la Première Guerre mondiale. Donc pourquoi cette différence? Quel était l'intérêt britannique pour qu'il donne plus de victimes, pour être présent sur le territoire français et pour faire la guerre à côté des Français lors de cette bataille, justement? Est-ce que c'est pour des raisons politiques? Il y avait deux batailles en même temps. Il y avait Verdun et la Somme. Vous parlez de la bataille de la Somme. Il ne faut pas avoir une vision délocalisée. Il faut imaginer que c'est un seul et même front. D'un point de vue des chiffres qui ne sont pas contredits, c'est des chiffres du ministère de la Guerre, vous avez 86 903 hommes qui sont envoyés en France. Tunisiens, je parle, bien sûr. Et sur ces 86 903 hommes, vous en avez 24 442 qui sont envoyés comme travailleurs. Tout le monde ne part pas combattre. Certains vont remplacer ceux qui sont partis combattre. Dans des campagnes
en très grande majorité pour le cas tunisien, parce que la Tunisie est connue pour l'agriculture, et beaucoup moins, en tout cas une plus faible partie, dans les usines. À la différence du cas de l'Algérie, où on a énormément de personnes qui sont parties en fait dans les usines. Donc c'est au niveau de ces chiffres, et le dernier bien sûr, le dernier chiffre qu'il faut aussi donner, c'est les 16 509 soldats tunisiens morts pour la France. Et je dis à dessein morts pour la France en tant que représentant du souvenir français en Tunisie, où la vocation du souvenir français est d'honorer les personnes, qu'ils soient français ou étrangers, morts pour la France. C'est ce sacrifice de 16 509 soldats tunisiens. Donc, c'est ça que je peux apporter comme information par rapport aux chiffres, et comme vous dites, le chiffre par rapport à la bataille, moi je pense qu'il faut avoir une vision globale. Surtout sur cette année 1916, où on a deux offensives en même temps. L'offensive de Verdun, c'est février jusqu'à la fin de l'année. L'offensive dans la Somme, que je connais bien pour être originaire de cette région, c'est aussi une très grande partie de l'année. Et il faut savoir, et je reviens une nouvelle fois sur le cas de ces Tunisiens, c'est que c'est le 8e régiment de marche de tirailleurs qui va reprendre le fort de Douaumont et qui va permettre de peut-être, en partie, gagner, s'il y a eu un gagnant, de remporter en tout cas cette bataille de Verdun. Le fort de Douaumont est un fort clé dans le fonctionnement défensif de la région. Fort qui avait été pris dès février. J'ajouterais que, évidemment, nous sommes en situation coloniale en Tunisie. Il y avait une forte colonie italienne. Donc, les Italiens vont participer, mais pas du côté français, mais ils vont participer à la guerre. Au début, ils ont refusé, mais lorsque l'Italie s'engage dans la guerre en 1915, donc ils vont participer aux côtés de l'armée italienne. Aussi, je précise que pour les musulmans, donc il y avait la circonscription, alors que pour les juifs, découlant, même si la Zema va être abolie, la Zema c'était la protection des juifs, donc il interdisait aux juifs de participer à la guerre, et en contrepartie il payait la jizya. Elle va être abolie en 1857 avec le pacte fondamental. Donc les juifs comme les musulmans vont devenir des sujets du paix, mais au niveau de l'armée, ils ne vont pas participer. Cette exception va rester. Et la France, au moment du protectorat, ne va pas toucher au système. Par contre, ils vont participer à la guerre comme volontaires. Et ils ne vont pas le faire en Tunisie. Ceux qui le voulaient pouvaient le faire aller, je crois, à Aix ou à Avignon, je crois. Avignon. Donc, ils pouvaient. Donc, de ce fait, au niveau mémoriel, aujourd'hui, après la guerre, il y a eu plusieurs monuments commémorants. Donc, il y avait des monuments pour les Italiens. C'était au cimetière du Belvédère, qu'on appelait le cimetière du Belvédère, là où se trouve aujourd'hui le Mechtel. Il y avait aussi un monument du côté de la Casbah, parce qu'il y avait la garnison, là où se trouve aujourd'hui l'espace de la Casbah. Et sur le mur de la Casbah, il y avait un monument aux morts musulmans, de même qu'il y a toujours, qui existe, a été sauvé parce que c'est au cimetière du Bourget. Donc il y a une coupole dans un carré se trouvant entre les deux carrés Touanse et Livournais, parce que le cimetière est séparé en deux. Il y a un genre de no man's land entre les deux carrés où il y a le carré des monuments aux morts. Donc le premier, ça va être pour les morts de la Première Guerre mondiale, et ensuite il va y avoir deux monuments pour la Seconde Guerre mondiale. Donc pour dire les types de participation à partir de la Tunisie. Donc, mais aussi, il y a eu dans la majorité des villes des monuments aux morts. Donc monuments aux morts qui vont rester jusqu'à
1957. Et parmi les monuments, là où se trouve aujourd'hui le buste de Khaldoun, donc c'était le carré du soldat inconnu. Donc c'était, et le grillage qui entoure aujourd'hui, c'était initialement pour le soldat inconnu. Donc les traces de la guerre étaient là durant toute la période coloniale. Il y avait une catégorie qu'on appelait les anciens combattants. Donc les anciens combattants, c'est ceux qui avaient participé à la guerre, qui sont rentrés souvent mutilés, ou bien ils étaient conscients. Donc c'est le rôle donc, de ce service qui se trouve qui continue jusqu'à maintenant, mais souvent, je ne sais pas, est-ce qu'ils ne sont plus concernés, les familles de la Première Guerre mondiale, je pense, aujourd'hui. C'est une question qu'il faut poser à Gérald Urso. Il reste encore quelques épouses d'anciennes de 14-18, ouais. C'est beau, c'est rare, hein, ouais. Il reste encore quelques épouses, ouais. Au sujet de soldats aussi, il faut savoir qu'il y a 9000 Français nés à Tunis qui sont partis combattre aussi en 14-18, hein, parce qu'on parle toujours des... Mais bon, il y a 9000 Français nés à Tunis qui sont partis faire la guerre. Alors, on a vu dans ce documentaire que le général Pétain a guidé les troupes françaises dans cette Première Guerre mondiale. Ce que je voulais savoir, c'est qu'est-ce qui a changé, qui a fait que ce général a changé de camp durant la Seconde Guerre mondiale. Écoutez, l'actualité, vous voyez, l'histoire se fait, continue à se faire. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a une énorme polémique au sujet, effectivement, de la place de Philippe Pétain. Philippe Pétain est le grand vainqueur de Verdun et le général de Gaulle va même lui rendre hommage en 1966 de mémoire. N'oublions pas qu'au moment de la Seconde Guerre mondiale, eh bien, il est d'abord le maréchal, hein, il est plus général, ça fait un moment qu'il est devenu maréchal. Et c'est une autre personnalité, c'est un comment dirais-je, un parcours individuel qui l'emmène à prendre les décisions que vous connaissez. Donc je crois qu'il est très difficile, enfin pour ma part je ne suis pas du tout spécialiste en plus de ça, ni de la Première ni de la Seconde Guerre mondiale, mais c'est a priori la première analyse que je livrerai. Et il y a un point qui est essentiel à prendre en compte, c'est la défaite de 40. En 2 mois, l'armée française est balayée, comme elle n'a jamais été balayée. La débâcle, c'est à tel point que certains politiques français ont même pensé que la France allait totalement disparaître, allait être annexée. Une défaite sans nom, il faut remonter à Azincourt en 1415 et encore c'est très loin pour voir la chevalerie française la décimée par les archers anglais. Donc cette défaite-là est vraiment très importante et automatiquement elle change la donne. Parfois Philippe Pétain, quand il doit discuter avec les Allemands, il a cette position de héros de l'après-guerre mondiale et il leur parle comme si c'était lui qui avait gagné la guerre, alors que c'est l'inverse. Donc après, moi j'ai pas envie de rentrer dans cette polémique de Philippe Pétain, et c'est pas le lieu, je pense, mais voilà, la situation est complexe. La situation est complexe, comme vous dites, dans un contexte très particulier. Oui, merci. Pierre Schoon, je suis à l'Université de Gand, je suis un spécialiste de littérature de la Grande Guerre, je viens vraiment par intérêt, spécialiste de littérature, pas d'histoire. Je voudrais réagir aux propos de Madame Saïdia sur l'importance du fait que la France a mené cette guerre à partir de son Parlement, et c'est tout à fait exact. C'est à partir des politiques, ce sont les politiques qui ont fait la guerre en France, nommant les généraux, les révocants, le limogeage, etc. Et vous avez tout à fait raison de souligner qu'en Allemagne c'était différent. C'est ce qui explique d'ailleurs aussi pourquoi en Allemagne il y a eu beaucoup moins d'exécutions en capitale de fusillés qu'en France, puisque c'était l'indignation en armes et que les Allemands étaient conscients qu'ils contraignaient leur public. Donc c'est tout à fait important de le souligner. Là, ce que je vais dire, c'est plutôt en tant que Belge que je voulais intervenir. Vous avez dit qu'il aurait été logique que
l'armée française passe par la Belgique, que c'est ce qui était attendu de la part des militaires, mais évidemment ça aurait quand même impliqué d'enfreindre, de déclarer la guerre à un pays qui était évidemment de fait un allié, mais de toute façon neutre, et qu'il ne pouvait pas être question de faire ça. Mais ce qui a quand même obligé la Belgique à armer, avant 14, à armer du côté français autant d'hommes de la défense par rapport à l'Allemagne. Mais la Belgique a eu très peur que la France préfère, comme vous avez dit, logiquement, mais enfin je voudrais mettre simplement le logiquement entre guillemets, logiquement aller faire la bataille sur le territoire étranger, évidemment. Donc là je voulais simplement réagir à ça, mais tout en vous donnant tout à fait raison pour la question. Non, mais c'est peut-être moi, et je vous prie de m'en excuser si j'ai été maladroite dans l'expression. Bon, ce qui s'est passé, c'est justement les militaires avaient un plan parce que sur le plan de l'efficacité militaire, et c'est là où les politiques ont bel et bien conscience qu'ils ne vont pas commettre la même erreur que les Allemands, et qu'il est hors de question, parce que justement on est une démocratie, de bafouer la neutralité de la Belgique. C'est dans ce sens le double position, parce que d'aucuns on peut aussi s'interroger par ce choix stratégique militaire qui n'était pas le premier choix, et comment justement les politiques, dans cette logique que je viens que vous m'avez amené à expliciter, optent pour ne pas rentrer précisément dans la violation des droits de la Belgique. Et c'est justement ce que j'expliquais. Ce n'était pas une question de logique dans une perspective d'efficacité d'un point de vue militaire. Et c'est bien pour ça que je pense, je ne suis pas certaine de l'expression, mais la guerre est une chose trop sérieuse pour être confiée à des militaires. Et ça, les politiques français en avaient clairement conscience, d'où cette politique qui a été décidée de ne pas passer par la Belgique. Voilà. Bon, tout d'abord, je m'excuse pour mon niveau de français, mais ma question, c'est, il y a une narrative à propos de la Première Guerre mondiale pour les généraux, qu'ils n'étaient pas capables d'adapter, ils étaient utiliser des stratèges du 19e siècle, ils n'étaient pas capables d'adapter les technologies ou les stratèges de la guerre du 12e siècle. Et voilà, est-ce que, à votre avis, que pensez-vous? Est-ce qu'ils méritent cette mauvaise réputation? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai, à votre avis? Les généraux pendant la Première Guerre mondiale, est-ce qu'ils méritent une mauvaise réputation de ne pas adapter avec les technologies de guerre à cette époque? Alors peut-être effectivement, je vais apporter une petite partie de la réponse avec les rares connaissances qui sont les miennes. Si on regarde du côté du front qui n'est pas le front occidental, c'est une guerre de mouvement, avec des stratégies militaires où, moi pour ma part, j'ai rarement lu ceci pour ce qui concerne tout le reste du monde. Parce que la guerre a été menée en Asie, elle a été menée en Afrique, elle a été menée dans le Pacifique, elle a été menée absolument partout en guerre de mouvement, et je n'ai pas lu d'éléments sur les déficits ou les défaillances militaires des stratèges dans cette partie où, en tout cas, c'était une guerre de mouvement. Alors, pour ce qui est du front occidental, je laisse mes camarades répondre. 1914, les premiers jours, c'est une véritable hécatombe. Une véritable hécatombe. Et là, je crois que les généraux sont partis pour faire une guerre imaginée et imaginaire. Et ils sont confrontés à une guerre industrielle. Ils sont confrontés à une guerre industrielle. Les premiers jours sont les jours où il y a le plus de victimes sur l'ensemble du conflit en termes de jours. Les victimes françaises, tout confondu, et aussi empire colonial, c'est 1500 soldats tués par jour. C'est 1500 soldats tués par jour. C'est énorme. Et on est largement au-dessus de ces chiffres dans les premiers jours de 14. À tel point que c'est les régiments je reviens sur le sujet des régiments de tirailleurs, de Zouaves, de Spahis,
qui viennent de Tunisie, qui sont en grande partie composés par des Tunisiens, mais aussi par des Français qui vivaient dans les métropoles, qui vivaient dans les colonies. Et si aujourd'hui il y avait la guerre, moi je suis résident ici, je serais engagé dans ces régiments-là. Sont envoyés, sont impliqués dès les premiers jours dans des grandes batailles. Dès la fin août, les régiments sont impliqués dans les batailles de Charleroi en Belgique, sont impliqués dans de nombreuses batailles, et les victimes sont très importantes. À tel point qu'à la fin 14, on est obligé de reconstituer certaines divisions, certains bataillons. À tel point. Et que, je reviens sur la conscription, en 1915, ces fameux interdits de certaines villes tombent. Tombent parce qu'on a besoin d'hommes. On a besoin d'hommes pour aller dans cette guerre d'usure où il faut absolument percer la ligne adverse. Et on la perce, et on l'a vu à travers le film, avec toujours la même tactique de guerre. C'est-à-dire, on bombarde massivement, puis après on envoie la troupe. Il y a un exemple qui est évoqué à la fin du film, c'est le chemin des dames. Je le connais bien aussi. C'est une grande partie de ce chemin est dans l'Aisne, dans l'ancienne Picardie, dans les Hauts-de-France aujourd'hui. Et ce chemin des dames, si vous y allez, vous allez vous rendre compte que tactiquement, c'est impossible d'avoir imaginé ça. Et c'est le général Nivelle qui pourtant l'a imaginé. Et on est face à des systèmes de plateaux successifs. Les Allemands sont positionnés sur le mont Californie, qui est au sommet de tous ces plateaux successifs. On a une dernière butte, et on a les troupes françaises qui sont de l'autre côté. Ils doivent franchir ce no man's land de plateau avec 10 kilos de boue à chaque pied. Et c'est impossible. Et donc les soldats français refusent de monter. Ils ne refusent pas de défendre. Ils refusent de monter à l'assaut. Donc oui, et de nombreux historiens l'ont prouvé, les généraux sont quand même un peu dépassés par cette guerre industrielle et ces tactiques de guerre répétitives qui n'aboutissent à rien, mis à part à des morts en plus. Monsieur Maître, je veux savoir. Parce qu'il y avait pendant... Est-ce qu'il y avait, dès le début du XXe siècle, des problèmes de minorité en Europe? Et quelle était globalement la situation sociale dans les divers pays industriels? Est-ce qu'il n'y a pas quelque part une origine de la guerre dans ces problèmes-là? Disons qu'au cours du XIXe siècle, on assiste dans la partie européenne de l'Empire ottoman à l'autonomie des provinces anciennement ottomanes. Ça donne lieu à énormément de guerres. Donc on a la mise en place de nouveaux États. Ça va être le fameux printemps des peuples, mais il va commencer avant avec l'indépendance de la Grèce. Dans les années 1820, qui va se continuer parce que ça commence pratiquement dans le XVIIIe siècle avec cet homme malade de l'Europe qui va être fragilisé et qui va aboutir à la création d'un certain nombre d'États dans lesquels il y aura forcément une question des minorités. Donc la question des minorités est une grande question qui traverse tout le XIXe siècle et qui aboutit à la constitution d'États-nations qui, pour certains, sont fragiles. Et c'est ce qui explique d'ailleurs toute la série de guerres qui marquent la deuxième moitié du XIXe siècle et même à partir des années 1876, dans lesquelles on voit progressivement l'Empire ottoman perdre des territoires. Ça va être la naissance du Monténégro, de la Serbie, de la Roumanie, de la Bulgarie. C'est autant d'entités qui vont se constituer. Maintenant, c'est tout ce que je vais pouvoir vous dire par rapport à cette question des minorités. La question des minorités est une question spécifique et du
19e, mais qui va se poursuivre parce que la solution apportée est celle de l'État-nation. L'État-nation est une création qui émerge au XIXe siècle pour ce qui concerne cette partie de l'Europe. Elle existe autrement dans d'autres États, mais pour l'Europe centrale et orientale, en tout cas, c'est à ce moment-là qu'elle se met en place, et elle est porteuse de tous ces pré-conflits dont on a parlé quand je pris la parole tout à l'heure. Je vous ai dit, ben oui, d'aucuns font commencer la Première Guerre mondiale en 1905, certains la font même commencer en 1865, et cette fois-ci aux États-Unis. Donc vous voyez, c'est autant de lectures pour un certain nombre d'éléments, c'est un facteur parmi d'autres. L'historien a pour habitude de ne pas donner une seule explication, c'est la convergence de plusieurs faisceaux de causes qui aboutit à un moment donné, à un événement. Il n'y a jamais une seule relation de causalité directe et unique pour un événement. Et là-dedans, la question des minorités est aussi une des clés de lecture pour pouvoir comprendre la montée des tensions qui aboutissent effectivement à la mise en place du déclenchement de la Première Guerre mondiale. Alors nous allons prendre donc ces deux dernières questions. Donc j'ai vu Madame. Ah, il y avait quelqu'un d'autre. Madame, si vous le permettez, vous avez déjà posé une question, donc on va peut-être laisser la parole à Madame, et ensuite, j'ai pas vu les personnes qui n'ont pas pris encore la parole. Je vous écoute. Enfin, nous vous écoutons, pardon. Dans le film, on a vu qu'il y avait un grand décalage technologique entre l'Allemagne et la France. Quand même, on a vu que la France et aussi les Anglais ont tenu tête aux Allemands dans la bataille de Verdun. Donc, je me suis demandé c'était quoi l'élément clé ou la raison qu'ils ont quand même reçu à s'opposer aux Allemands qui étaient technologiquement supérieurs et mieux équipés. Bon, ça me semble dans le film peut-être juste. Je me trompe, mais dans le film, on avait l'impression qu'il y avait un grand décalage technologique entre les deux pays. L'Allemagne est une grande puissance commerciale qui fait de l'ombre sur la fin du 19e, début 20e, à la grande puissance commerciale de l'époque, la Grande-Bretagne. Certes, l'Allemagne a pris le pas de la seconde révolution industrielle. Avec la chimie, c'est pas pour rien que les Allemands vont utiliser les premiers gaz. Alors que la Grande-Bretagne, la France sont des pays qui sont des pays de la première révolution industrielle. La sidérurgie, le textile, la métallurgie. Donc oui, certes, l'Allemagne est une grande puissance. Économiquement, elle pèse. Et c'est vrai que quand on regarde les tranchées françaises et les tranchées allemandes, on se dit d'un côté c'est en béton, de l'autre côté c'est du bois qui tient la terre. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a un effort de guerre très important de la part de la France, et un effort de guerre, et je reviens sur notre sujet, qui s'appuie sur son empire. La Tunisie de l'époque du protectorat est fortement impliquée pour venir renforcer, aider, soutenir la métropole dans différents domaines financiers, alors bien sûr humains, on en a parlé, mais aussi financiers. Il y a des emprunts qui sont spécifiques au Maghreb et qui sont demandés à la population locale de venir soutenir par un emprunt l'effort de guerre. Vous avez aussi toute l'alimentation, on l'a vu dans le film, qui est très présent. La Tunisie, c'est le grenier à blé de Rome. Il ne faut pas l'oublier, c'est l'antichrisant qui vous parle. Les Français s'en sont bien souvenus pendant la Première mondiale. On a des photographies du port de Bizerte où il y a des sacs de blé, des tonnes de blé qui partent pour la métropole, du bétail aussi. Du bétail. Et la Tunisie est aussi utilisée comme camp d'internement pour les soldats allemands qui sont faits prisonniers. Il y a plusieurs camps de soldats allemands en Tunisie. Donc
je ne pense pas qu'il y ait une grande différence entre ces puissances, l'Allemagne et la France. En tout cas, il ne faut pas oublier que la France, elle a su s'appuyer sur son empire colonial pour durer pendant ces années de conflit, autant que l'Allemagne. Alors c'est vrai qu'il y a que le film laisse avoir des avancées technologiques, mais oui, au-delà de ces avancées technologiques, il y a d'autres éléments qui doivent être pris en considération. Pierre-Emmanuel les a bien montrés. Cet empire colonial, parmi d'autres éléments, est important. Je rappellerai que pour le cas de l'Algérie, c'est un Algérien sur 3 qui est mobilisé pour la guerre. Je n'ai pas dit qu'un Algérien sur 3 était dans les tranchées, j'ai dit qu'un Algérien sur 3 travaille pour la guerre, que ce soit sur les tranchées, que ce soit à l'arrière, que ce soit l'effort militaire, parce que ce sont des départements français. Et ça, c'est vraiment très très fort, que ce soit l'Algérie ou la Tunisie, et puis d'autres parties de l'Empire. Un autre élément psychologique peut peut-être être mis aussi en avant pour peut-être expliquer comment les Français ont pu tenir autant. Je crois que vous ne vous battez pas de la même manière, aussi vous ne résistez pas de la même manière quand les combats se passent sur votre propre territoire. Là, je veux dire, vous avez quand même, c'est le mot de la mère patrie n'est pas un terme neutre. Ils sont en France. Les tranchées sont en France, elles ne sont pas en Allemagne. Les zones n'ont pas quelque part le choix, parce que derrière tout cela, c'est si jamais on lâche maintenant, que vont devenir nos femmes, que vont devenir nos enfants, que vont devenir nos fermes. Là, il y a tout ceci. Et ça, c'est un élément psychologique qui a dû œuvrer aussi pour expliquer à quel point les gens ont pu tenir. Et puis, on travaille actuellement, l'un des nouveaux chantiers qui est mené par les historiens concerne la notion d'autorité. Et cette autorité, c'est vraiment les derniers chantiers sur la question de la Première Guerre mondiale. Ce rapport à l'autorité, parce qu'on peut se dire comment se fait-il que ces gens sont partis, ont accepté des choses mais qui nous paraissent inconcevables. Eh bien là, on veut dire, on va attendre les productions. Alors il y en a déjà certaines qui sont sorties, qui sont sur cette question aussi de l'autorité, qui nous renseignent sur la manière dont les gens ont pu tenir. Donc il y a des travaux récents, je crois que c'est, j'ai oublié les titres, je les ai plus en Stéphane Lorenzo qui traite de la question, entre autres. Les habitants de la génération de 14 n'est pas la même que la génération d'aujourd'hui. Ça, c'est un élément à prendre en compte qui est très important. C'est une population qui est obéissante, c'est une population qui connaît le prix du sang. Et c'est Stéphane Lorenzo qui utilise ce terme, le terme du prix du sang. Les sociétés savent qu'ils doivent faire couler à un moment ou à un autre leur propre sang pour sauvegarder la patrie. Cette génération a accepté des conditions extrêmes, comme tu pouvais le dire, parce que c'est aussi cette autorité, l'autorité du village d'où l'on vient. La société est une société encore en grande partie paysanne en France. Qu'est-ce que l'on va dire si je me montre lâche? C'est tout le problème des fusillés, pour l'exemple. Ces hommes qui ne sont pas inscrits sur les monuments aux morts, ces hommes qui n'ont pas leur place, les femmes à qui on apprend que le mari a été fusillé, pour l'exemple, et que elle peut pas rester dans le village. Elle ne peut pas rester dans le village, elle ne peut pas rester institutrice, c'est pas possible. Faut qu'elle parte. Donc cette société est une société qui est dure, très dure, et qui sait qu'elle doit payer ce prix du sang. J'en ajoute aussi depuis 1870, parce qu'il y a eu une défaite française et une partie du territoire d'Alsace-Lorraine qui ont été prises, et même dans l'éducation, à l'école, l'idée de Ernest Lavisse qui disait que l'instituteur qui n'arrive pas à faire aimer la patrie à ses élèves aurait raté sa mission. Donc il y avait tout un esprit pendant, disons, de 1870 à 1914 du patriotisme pour l'honneur qui a sauvé l'honneur, enfin une partie du territoire qui était
prise par les Allemands. Donc il y avait, et d'où j'avais dit tout à l'heure que on sentait qu'il y avait des allures, c'est une guerre patriotique, c'était pour sauver la patrie à qui on avait arraché une partie du territoire en 1870 par les Allemands. Donc c'est pas un hasard que même le traité par la suite va se faire à Versailles, c'est une revanche par rapport à Bismarck, par rapport à ce qui s'est passé en 1870. Voilà. Et c'est d'autant plus paradoxal que les études montrent maintenant clairement que du côté de l'Alsace et de la Moselle, le sentiment d'attachement à la France était en train de diminuer et que ce qui émergeait sur le plan politique, c'était plutôt l'attachement, pas forcément à l'Empire germanique, mais à, quelque part, à l'autonomie de l'Alsace et de la Moselle. Donc c'est là où il y a tout ce paradoxe. Et puis, bon, ben voilà, ce discours qui, même s'il n'est pas présent dans un premier temps au début de la guerre, va pouvoir être réactivé progressivement par la propagande. Même si ça ne prend pas tout de suite, finalement, on va réactiver tout un discours que des générations ont entendu. Jeanne voulait poser une question. Alors, est-ce qu'on a encore le temps ou pas? C'est juste pour savoir. Peut-être une dernière question. Bon, allez, une petite dernière question pour la route, m'a-t-on dit. Madame? Moi, c'est sur le futur, sur l'Europe. Comment, malgré ces guerres, normalement les peuples devront se détester, l'Allemagne, la France, je ne sais pas. Comment ils ont réussi à construire l'Europe? C'est la base. C'est la base même de l'Europe, si vous voulez. Mais les peuples, ça ne parle pas des politiques. Les peuples, les gens. Mais ça se met en place, si vous voulez, on a commencé modestement parce qu'on a bien su que les peuples tels quels, si jamais vous leur aviez tout de suite proposé Schengen et si vous avez tout de suite mis en place Erasmus, ça aurait été difficile. D'où l'idée de partir d'abord sur un principe économique, la communauté du charbon et de l'acier, puis par étapes, c'est un processus qui a été long et aujourd'hui, oui, on a ce sentiment d'une certaine réussite et elle est réelle, qui a été profondément renforcée, je crois, avec la redécouverte, la renaissance de la guerre au sein de l'Europe au moment de l'effondrement de l'ex-Yougoslavie et qui a fait que renforcer dans cette direction. À tel point, si vous voulez, que les peuples ne sont pas présents, les populations ne sont pas suffisamment préparées, quand en 1954, on propose la CED, la Communauté européenne de défense. Et ce sont d'ailleurs les communistes qui font que le traité ne va pas passer. Donc il y a vraiment cette idée d'avoir commencé, parce qu'on savait que les peuples n'auraient peut-être pas forcément été prêts à cela, qu'il y a eu ces passages par les différentes stades économiques et autres. Et puis ensuite, on est arrivé à Schengen, vous savez, à l'euro, et je crois aussi beaucoup à l'idée de la circulation des personnes et les étudiants. Donc, je crois que vraiment ce principe des échanges... Oui, le sentiment n'est pas pour les pays colonisés, Tunisie, l'Algérie. Il n'y a pas ce lien avec l'Europe, avec la France notamment. Il n'y a pas ce pardon, il n'y a pas ce... Je ne sais pas comment... Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Alors peut-être dans certains discours, en même temps, il faut toujours déconnecter le discours des réalités. Les réalités sociologiques laissent plutôt à entendre que ces phénomènes-là, au contraire, il faut faire très attention à l'instrumentalisation du discours par certains groupes ou par certains groupes, par des politiques. Et puis une réalité sociologique qui, selon moi en tout cas, ne confirme pas ces discours qui voudraient qu'il y ait un fossé qui soit toujours pas franchi. Je crois que la réalité elle est beaucoup plus complexe. Ce qui ne veut pas non plus minorer certaines tensions qui existent, mais je crois, pour ma part, que de manière plus générale, il y a davantage d'acceptation que plutôt de front de refus. Et ces derniers ressortent quand il y a, une fois de plus, des enjeux qui vont être instrumentalisés. Mais c'est un débat, bien sûr, qui nous emmènerait très très loin, même si, bien sûr, la question est passionnante. Mais à la fin de la guerre, il y avait beaucoup d'espoir était porté, parce que les coloniaux avaient participé à la guerre, et c'est normal qu'ils vont
évidemment pour les mutilés, etc., des compensations, mais pour les politiques, ils vont dire que il y a des grands principes qui ont été évoqués, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc, il y a eu le congrès de Versailles. Donc, les gens vont, justement, ces minorités, beaucoup de pays européens, de minorités européennes, minorités nationales qui vont avoir leur droit à faire leur État, des pays comme la Tchécoslovaquie, des pays comme la Roumanie, tous ces pays-là vont avoir leur État, et les pays coloniaux vont demander aussi à ce qu'ils aient leurs espoirs portés, mais évidemment, vous savez que Saad Zarloul, en Égypte, a fait une délégation, tout un parti qui s'appelle le Wafd, ou bien en Tunisie, Thalbi était parti avec un livre qui s'appelle La Tunisie martyre et ses revendications. Mais sauf qu'il est revenu avec son livre, mais emprisonné, donc parce qu'il n'a pas pu obtenir ce qu'il voulait du congrès de Versailles. Donc, évidemment, c'est le contexte colonial, parce que là, certaines revendications, il y a eu beaucoup d'humiliations, pourtant au niveau militaire, il n'y a pas eu véritablement de défaite allemande, mais c'est pas une défaite. Mais pourtant, on a pris une bonne partie du territoire allemand, et puis au niveau comment on appelle l'argent qui a été imposé, les remboursements, c'est-à-dire tout a été porté, les dépenses de la guerre, tout a été porté, une partie même de l'Allemagne a été occupée, la Sarre et la Rhénanie, donc des régions entières de l'Allemagne. Donc c'est normal que ça provoque des ressentiments. Du côté des coloniaux aussi, il y a eu un espoir qui était porté, parce qu'il y avait quand même, pour la population, pour les 80 000 qui avaient participé aussi bien sur les fronts que dans les usines, il y a eu 16 000 morts. Donc, pratiquement, combien 16 sur 80 000. Pas le cas. Hein? Le nombre de morts par le rapport combattant. Un cinquième. Hein? Un cinquième. 26%. Oui, mais 26% de population, c'est pas un peu. C'est pas peu. Non, pas de ceux qui ont. 80 sur les 16 000. Combien fait 16 000 sur 80? Prenez vos calculs. Un cinquième. Un cinquième. C'est pas peu. Alors effectivement, madame, moi je n'avais pas compris que vous parliez de la période coloniale. Moi je pensais que vous parliez d'aujourd'hui. Tout simplement, c'est pour ça que c'était le sens de ma réponse. Je vous dirais que cette réponse, je la conserve, dans le sens où, à la même époque, on le sait très bien, les troupes coloniales se rendent compte que l'accueil qui leur est réservé en France est un bon accueil. C'est-à-dire qu'ils se rendent compte qu'ils sont moins victimes de racisme, finalement, et de discrimination que dans la colonie. Ce qui renvoie bien à la question de la situation coloniale, qui est propre à développer ce type de discrimination. Et d'ailleurs, les autorités françaises ne s'y sont pas trompées et ont fait en sorte de limiter les contacts entre les coloniaux et les populations, parce qu'en rentrant, eh bien, ils se rendent bien compte que ce n'est pas, entre guillemets, que ce soit un concept opérationnel, le peuple français qui génère de la discrimination, mais c'est bien la situation coloniale qui, elle, va être propice à la discrimination. D'où, une fois de plus, toujours ce double discours, cette analyse que l'on ne doit pas mener qu'à un seul niveau d'analyse, le niveau politique, qui s'écrit d'une certaine façon, et puis le rapport interpersonnel. Mon grand-père est allé combattre. Bon, il n'a pas combattu parce qu'il était arrivé à la fin, mais il nous raconte comment il était bien accueilli, qu'il partageait les hulots que ma grand-mère lui envoyait, on lui donnait des chaussettes, des patates chaudes, il était bien accueilli en France et tout. Mais ça va même plus. Alors là, pour le cas de la Première Guerre mondiale, c'est une chose, mais moi je vous donnerai d'autres exemples encore plus marquants. On voit comment en Algérie, vous allez avoir des personnes qui vont être condamnées aux assises, des indigènes, comme on les appelle selon la terminologie de l'époque, et quand l'on va délocaliser le procès à Montpellier, ils sont tous acquittés. Pourquoi? Parce que le système des assises est tenu par des populations, des Européens, des Français d'Algérie, avec pas du tout le même regard, et les mêmes personnes sont acquittées pour les mêmes faits,
parce que premier niveau, ils vont passer donc aux assises en France, ils vont être acquittés, et rentrer en Algérie, ils vont être internés malgré tout, parce qu'à ce moment-là, on va appliquer non pas le système judiciaire, on va appliquer ce qu'on appelle le régime de l'indigénat, qui est un régime administratif, mais qui prévoit aussi l'enfermement. C'est bien pour montrer qu'on est dans un cadre de situation coloniale. Et c'est bien la distinction entre le politique et ce qui va se passer en métropole et les populations. Après, il y a aussi le retour des soldats de ces régiments en Tunisie. Comment ils sont accueillis, comment ils sont perçus, comment ils sont perçus par la CAT, qui est l'autorité qui s'occupe des pensions. Aujourd'hui, c'est les services de Gérald Urso, mais avant c'était la CAT. Et ces pensions sont très bienvenues par ces populations qui, même parfois, et on le voit dans certains articles, certains faux travailleurs qui ne sont même pas partis en France demandent des pensions, et il y a des articles dans la presse des vrais travailleurs qui sont revenus et qui disent que bah non, il ne faut pas qu'eux ils reçoivent des pensions, c'est pas normal, nous on doit recevoir des pensions. Quand j'ai travaillé sur le livre Abdallah tirailleur tunisien en 14-18, j'ai eu la chance, parce que j'appelle ça vraiment une chance, de pouvoir avoir un entretien avec 2 veuves de guerre, qui avaient toutes les deux 114 ans, qui sont des mariages d'après-guerre, des veuves de soldats de l'après-guerre mondiale, qui sont des mariages d'après-guerre, et ces 2 veuves de guerre nous ont raconté que leur mari était reconnu ici en Tunisie, que quand il y avait un problème dans le village, dans le quartier, on allait les voir pour avoir leurs conseils, reconnus par l'autorité française. Quand ils allaient chercher leur pension, ils étaient salués de manière respectueuse, et chose intéressante historiquement, et je pense qu'il serait intéressant de le creuser, pour les spécialistes de la Seconde Guerre mondiale, c'est que la Tunisie a été occupée par l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ces soldats qui étaient revenus, qui étaient blessés, étaient encore vivants à ce moment-là. Et les 2 veuves de guerre m'ont toutes les 2 raconté que les soldats allemands avaient une reconnaissance envers ces soldats. Donc il y a une reconnaissance de la part de la France. Elle arrive très vite, autant pour ceux qui sont morts pour la France, mais ceux qui reviennent aussi, en termes financiers, des pensions, même si elles ne sont pas suffisantes, qu'elles ne représentent pas du tout ce qui est fait dans la métropole. Il faudra attendre la décision de Jacques Chirac qui réévaluera les pensions à la hausse. Il y a aussi la population locale qui reconnaît ces soldats comme des héros et comme des personnes de référents chez qui on va chercher conseil. La situation coloniale et le monde colonial est un monde extrêmement complexe, il ne faut jamais l'oublier, le perdre de vue, et faire bien attention au fait que chaque entité coloniale a ses spécificités, et au sein de ce gigantesque empire colonial, quand on reprend sur le cas de l'Algérie, qui sont des départements français, là on peut voir à quel point le hiatus a été beaucoup plus fort peut-être que dans le cas tunisien, dans le cas marocain ou dans d'autres parties de l'Empire. Parce que, une fois de plus, c'est lié à la situation coloniale, et qui va exacerber un certain nombre de tensions sociales qui, du coup, pour le cas de la Tunisie qui est en protectorat, seront de nature différente. Je vous remercie tous d'avoir opté pour notre soirée plutôt que pour l'Espérance. Est-ce qu'on a les résultats ? L'Espérance a-t-elle gagné? Est-ce que quelqu'un le sait? C'est pas encore terminé peut-être? C'est la mi-temps. Bon, alors on croise les doigts. Merci beaucoup.